Paysage de début ou de fin de notre monde. Il y a sans doute un peu des deux sur la terre éthiopienne, au nord-est de l'Afrique. Là, exactement sous les ailes de l'ULM de Nicolas Hulot, court la plus grande cicatrice à vif de l'écorce terrestre. Cette faille nord-sud de 6500 km de longueur a généré des paysages grandioses et une vie humaine mouvementée que va aller découvrir l'équipe d'Ushuaïa Nature. Alors ça dépasse tout ce que nous avions vu et imaginé jusqu'ici. Cet assortiment de couleurs sous l'aile de l'ULM, avec ces fumerolles qui rendent le paysage encore plus féerique. On m'aurait parachuté sur une planète dans un autre système solaire, que j'en serais pas plus étonné. Là, on sent les odeurs de soufre et de potasse à plein nez. Ça bouillonne là-dedans. Je sais pas trop si c'est un monde en formation ou en perdition. Mais c'est un paysage qui prend aux tripes. C'est vrai qu'on dirait une immense crème brûlée. Quand je volais tout à l'heure au-dessus de ce décor, je réalisais combien parfois quand même on a tort quand on parle de l'Afrique comme un terme générique pour évoquer sans discernement cet immense continent, comme si il était du nord au sud simple et homogène, alors qu'il ne faut jamais oublier que l'Afrique s'étend sur le plan culturel que géographique une extraordinaire somme de singularités. Et je crois que l'Éthiopie, où nous sommes ce soir, en est à elle seule la plus illustre des démonstrations. Bonsoir, Ushuaïa Nature sur le sol de l'ancien royaume biblique de Saba, l'ex-Abyssinie, un pays bien évidemment dont on ne peut ignorer qu'il est trop souvent accablé de famine et de guerre à répétition, mais qui ne doit pas faire oublier par ailleurs d'autres réalités qui forgent son éclatante identité et que nous allons découvrir ensemble ce soir. C'est une région, curieusement, où émane prioritairement un très fort sentiment de commencement. Regardez ici, on a quand même l'impression d'être les témoins privilégiés de la genèse géologique de notre planète. Même trouble, probablement,
quand nous irons dans la vallée isolée de l'Omo ou sur les hauts plateaux éthiopiens, rencontrer une des plus bouleversantes palettes de l'humanité qu'il soit, qui évoque parfois les hommes des premiers jours. Et puis, si l'on garde à l'esprit que c'est dans ce triangle des Afars où nous sommes, un peu au sud de celui-ci, qu'ont été exhumés les ossements de la célèbre australopithèque Lucie, chère à Yves Coppens, que c'est donc par là que nos plus lointains ancêtres ont tenté leur premier pas de bipède. Et enfin, si on ajoute à cela que sous nos pieds se forme un futur socle océanique, c'est-à-dire que nous assistons là à la naissance d'un prochain océan, on se dit que définitivement en Éthiopie, il règne comme un parfum d'origine. Au cœur de la dépression d'Anakil, l'un des endroits les plus chauds de la planète, Nicolas a rendez-vous avec le volcanologue Jacques-Marie Bardintsev. Ici, le thermomètre peut monter jusqu'à 55 degrés Celsius à l'ombre. Nicolas, je présente Balaha, notre guide Afar. Il connaît cette région d'Alol comme sa poche. Et grâce à lui, il va nous éviter de mettre le pied dans une marmite d'acide. Ça fait partie pour un volcanologue des hauts lieux de la planète ici, d'Alol? Oui, d'Alol, effectivement, c'est une conjonction à la fois, on est sous le niveau de la mer, on a un volcan pas loin, on a de la température élevée, de l'acidité, un peu c'est un livre de records naturels. Et donc c'est un plaisir de t'y emmener. On va profiter de tout ça, allez viens, on va lire ce bouquin. Et déjà, rien que l'entrée ici, hein? On a déroulé le tapis rouge pour t'accueillir. Magnifique ce canyon. Là, la couleur orangée, c'est des oxydes de fer, c'est ça? Voilà, oxydes de fer qui s'ajoutent au sel blanc. Et donc ça fait tous ces panachés de couleurs, du orange au rouille, un peu cette féerie de couleurs. Ici, à Dalol, situé 160 mètres sous le niveau de la mer, le minéral maîtrise l'art abstrait à la perfection. Oh, un peu d'ombre. Ça c'est inespéré. Tu as même l'impression qu'il y a de la fraîcheur alors qu'il doit encore faire 38 degrés. Ah bah oui, quand on passe de 48 à 38, d'un seul coup tout va bien. Quand on regarde les reliefs là, ici autour de nous, on peut considérer que c'est les derniers vestiges résiduels de tout un massif qui a été dégradé au fil du temps? Oui, en fait, ce sont des couches de sel, ce sont des montagnes de sel, ce qui prouve qu'il y a eu la mer autrefois ici, dans la dépression des Danakil où nous sommes. Et en fait, au nord des Danakil, il y a la mer Rouge. Et souvent, lors de la période géologique, il y a une communication entre les deux mers. Donc la mer Rouge, en quelque sorte, se déverse dans les Danakil qui se remplit d'eau et qui devient une mer. Et à ce moment-là, des niveaux de sel se déposent. Puis il y a d'autres périodes géologiques, au contraire, où entre les Danakil et la mer Rouge, il y a une fermeture. Par exemple, ça peut être un volcan qui se met en place. Et à ce moment-là, la dépression des Danakil, eh bien, elle est fermée. Comme il fait très chaud, parfois il fait 60 degrés, toute l'eau s'évapore. On se retrouve donc dans un trou, comme actuellement. Nous sommes à moins 120 mètres sous le niveau de la mer. Donc là, toutes ces couches témoignent de dépôts successifs de sel marin
qui ensuite ont été érodés en cheminées de fées, ce qui explique ce paysage étonnant dans lequel nous marchons. Ah oui, c'est pas mal non plus vu du sol, hein. Voilà, je t'avais promis qu'elle serait beau. Voilà Nicolas, un lac d'une composition étonnante qui décline tous les verts possibles, du vert émeraude au vert turquoise au vert jade, qui précipite des minerais, des fleurs minérales de sel blanche immaculée, des terrasses de soufre jaune et étagées, ça crachouille, ça bouillonne, ça glougloute, il y a des geysers, il y a de la chaleur, bref, c'est minéral et vivant. On se demande presque si la nature en fait pas trop d'un seul coup. Voilà, c'est le Si début elle du s'est monde. pas fait un petit délire local. On parle souvent des extravagances de la nature, mais là, elle s'est lâchée complet pour un espèce de show géologique monstrueux, mais qui sublime le minéral ici d'une manière absolument exceptionnelle. Et c'est vrai que on en reste pantois, il y a presque une indécence ici. On trouverait un univers comme ça sur une autre planète, on serait les premiers surpris, mais on est encore plus surpris de trouver ça sur notre bonne vieille Terre. Hein. Je ne connais pas d'équivalent sur Terre. Hein. Oh, on va continuer, je vais te montrer d'autres vas-y. choses, voilà, c'est étonnant. Ah, il y a encore mieux. Ah, tu vas voir. De toute façon, on marchait sur des coquilles d'œufs. Hein. Ouais. Nicolas, on va faire quelques analyses. Première, un petit essai, oui, c'est ça s'appelle du papier pH qui est naturellement qui est jaune et qui se colore en fonction de l'acidité. S'il est très acide, il devient rouge. S'il est moyen, il est jaune et sinon il est vert. Oui, Qu'est-ce que tu vois? Il est parfaitement rouge, donc c'est en fait il n'y a pas de doute. c'est de l'acide quasiment pur. Et on va faire une mesure pour le confirmer. Donc ça, c'est un pH mètre qui mesure l'acidité. Donc l'acidité, ça va de 0 à 14. L'eau qu'on boit, elle est neutre, elle fait 7. Et plus ça va vers 0, plus c'est acide. Et je trempe mon électrode qui mesure à la fois l'acidité et la température. Voilà. Et voilà, donc je remue pour aller avoir l'équilibre. Et j'obtiens ici une température qui s'équilibre 68 degrés. 69, tu vois, ça augmente. Et un pH qui est légèrement négatif, ce qui est aberrant. En principe, un pH ne va jamais en dessous de 0. Mais là, vu qu'il y a une température élevée, ça peut le modifier un petit peu. On va dire que le pH, il est quasiment nul, égal à 0, donc c'est de l'acide pur. C'est une sorte de record du monde d'acidité naturelle. Et là, nous, le fait qu'on en respire un tout petit peu. Non, respirer ça va. S'il faudrait éviter absolument, bien sûr, c'est de prendre une goutte dans les yeux. Tu vois, j'ai mis des gants parce que bien sûr, si tu trempes un doigt, il va être attaqué. Si tu laisses une main dedans, effectivement, c'est de l'acide. Hein. Il y a beaucoup d'endroits dans la nature où on trouve de l'acide pur. Pas beaucoup, hein. Il y a quelques lacs d'acide en Indonésie ou ailleurs. Ça s'explique par le fait que sous nos pieds, on peut imaginer qu'il y a une chambre magmatique, le magma est pas loin, et l'eau au contact du magma, ou disons au contact de fluides, de sources chaudes, de gaz, se transforme. Et notamment le gaz qu'on appelle le dioxyde de soufre, le SO2, au contact de l'eau qui est H2O, donne H2SO4, c'est l'acide sulfurique. On peut donc penser qu'ici, c'est de l'acide sulfurique pur. On devrait degrés toujours 5. faire les cours de chimie dans des endroits comme ça parce que j'ai entendu ça pendant des années, j'ai pas retenu, là c'est bon. Voilà, et si je pouvais aussi emmener tous les étudiants ici, bah, ils comprendraient tout. Voilà. C'est bon. Ah, il me fout de l'acide partout.
Alors là, Nicolas, c'est le moment ou jamais de bien regarder où on met les pieds, parce qu'on n'a pas droit à beaucoup d'erreurs. Je vais m'en mettre une, moi. Donc là, on marche sur des terrasses de sel qui retiennent des petits lagons d'acide verjade. Et l'imbécile qui a eu l'idée de faire ce jeu idiot. Vas-y, c'est bon. Sous les pieds de Nicolas et du volcanologue, la plaque tectonique arabique s'éloigne de la plaque africaine à raison de quelques centimètres par an. Cela fait de cet endroit un laboratoire naturel unique pour les spécialistes et le seul lieu à la surface du globe, avec l'Islande, où ils peuvent observer à l'air libre et presque à vue d'œil le mouvement d'une dorsale océanique, c'est-à-dire la lente séparation de deux continents. Dans ce désert dantesque, la Terre est en train de favoriser la naissance d'un océan en lieu et place d'un enfer, si esthétique soit-il. Où que l'on se déplace dans toute cette région éthiopienne, on voit ce volcanisme partout présent. Et tout cela s'inscrit dans des phénomènes de plus grande ampleur qui se sont initiés il y a plusieurs dizaines de millions d'années, des phénomènes tectoniques. Et ce qui rend le lieu particulièrement actif, parce qu'on est probablement dans une des zones au monde les plus actives sur un plan volcanique, c'est qu'on est à la conjonction de 3 rifts, ce qui est un phénomène quand même assez rare. Oui, alors ici nous sommes dans la dépression d'Anakil, qui comme lui est un rift, c'est-à-dire que l'écorce terrestre, qu'on appelle lithosphère, se fracture et s'écarte. Et au nord, il y a la mer Rouge, qui est un rift. Le rift où nous sommes est d'Anakil, et ça se continue par le grand rift est-africain, souligné par les grands lacs Tanganyika, Malawi. Et puis, il y a un troisième rift, comme tu l'as dit, qui arrive, c'est en fait l'océan Indien. Le rift, lui, est devenu une dorsale océanique, et il rejoint les deux autres. Donc on a un point triple exceptionnel, on appelle ça le triangle des Afars. Et donc les 3 rifts séparent 3 plaques, la nubienne et la somalienne. Et puis enfin un petit morceau qu'on appelle le Horst d'Anakil, qui est séparé de la dépression d'Anakil et qui à terme va se coller à l'Arabie, qui va faire donc une plaque arabique qui part vers l'est. Et donc, si on se projette dans combien de millions d'années? On va dire 50 millions d'années, ça c'est encore possible. Quelle sera la géographie alors? Et on aura en fait 2 Afriques, une grosse, la nubienne, une petite, et on aura un océan naissant qui sera au milieu et qui va rejoindre la mer Rouge et peut-être la Méditerranée ou pas au niveau de Suez et du Jourdain. Tout ça, ça se fait à des vitesses d'environ 2 cm par an en moyenne, hein. Donc c'est pas beaucoup, c'est à peu près la vitesse à laquelle poussent nos ongles. Puis ce qui est très émouvant, c'est de voir aussi combien la géologie et tous ces mouvements ont conditionné les vies et la vie humaine, tout simplement. On voit par exemple avec les nomades Afars combien ils se sont adaptés à ce terrain salin et combien d'ailleurs leur économie repose là-dessus. Et puis tout en gardant en tête aussi, selon la théorie d'Yves Coppens, combien le Rif est peut-être responsable de la scission entre la branche des grands singes et de ce qui allait devenir l'homme via les australopithèques et puis les Homo erectus jusqu'à l'Homo sapiens sapiens dont, paraît-il, nous faisons partie. Eh bien, ça me fait très plaisir ce que tu dis parce que souvent on dit que le volcanisme est néfaste et qu'il est mauvais pour l'homme. Or, finalement, on se rend compte que l'homme serait né en milieu volcanique. Allez, on va s'en mettre encore plein les mirettes. La splendide dépression d'Anakil, à la jonction des 3 vallées du Rift, mérite cependant son surnom d'antichambre de l'enfer. Pourtant, ce point le plus bas du continent n'en reste pas moins le territoire des Afars, nomades musulmans sunnites et mythiques seigneurs du désert. Dès l'aube, les Afars commencent leur travail de forçat. À coups de baramine, ils attaquent la croûte de sel, décollant délicatement la surface en larges plaques qui sont retaillées en briques grossières d'une dizaine de kilos chacune. Sur le lac à saler,
des centaines de chameliers sont prêts à embarquer leurs précieuses cargaisons sur les vaisseaux du désert. Liés deux par deux, les briques de sel sont chargées sur le dos des dromadaires. Chaque animal en emportera plus d'une vingtaine, également répartis de part et d'autre de ses flancs. Sitôt les animaux équipés, les Afars partent aux confins du pays et plus loin encore, perpétuant le commerce traditionnel des grandes caravanes. Ils témoignent ainsi de la ténacité, de la fierté et de la volonté humaine de surpasser les conditions d'existence extrêmes imposées par un environnement exceptionnel de dureté. Les caravanes de 1000 dromadaires ne sont pas rares à quitter ainsi les altitudes négatives du lac Assalé pour remonter leurs précieux chargements vers les hauts plateaux à plus de 2000 mètres d'altitude. La route, longue et pénible, est coupée de haltes indispensables au repos des hommes et des animaux. C'est le moment de préparer la nourriture et surtout le pain, suivant une technique ancestrale. On noie une pierre très chaude à l'intérieur de la boule de pâte et l'on met le tout près du foyer. En quelques minutes, la galette est prête à être dégustée. L'obscurité a envahi le désert, apportant une fraîcheur relative. Les bêtes de somme ont été débattées et entravées. La nuit sera courte, car la caravane doit profiter de la baisse des températures pour se remettre en mouvement. Minimum 4 jours de marche pour atteindre la ville de Mekele, blottie à près de 2000 mètres d'altitude, où tous les Afars viennent régulièrement reconstituer leurs réserves. Il a beaucoup plu dans les montagnes dominant le lac. Quelques jours plus tard, les précipitations envahissent par résurgence le fond de la dépression. Les mineurs du lac Assalé ne cessent pas leur travail pour autant, car les caravanes vont et viennent, et le transport du sel, or blanc de la région, ne s'arrête jamais. Au sud-est de Dalol, le paysage atteste que l'on est bien sur une importante zone de bouleversement tectonique. L'horizon est constellé de cônes et de pitons aux apparences parfois trompeuses.
Le désormais célèbre volcan Erta Ale a été découvert en 1967. Il y a seulement quelques mois, cette surface noire était un immense lac de lave en fusion à l'air libre. Profite quand même du spectacle. Ouais, c'est sûr que c'est un grand moment, hein. Quand je pense que j'ai connu le Erta Ale avec toute cette masse noire remplacée par de la lave liquide rougeoyante, pour autant, il va quand même falloir se méfier, car visiblement, elle ne doit pas être très loin. Bienvenue dans le cratère. Ok. Il y a quelques mois, le lac de lave mesurait plusieurs milliers de mètres carrés et le rayonnement thermique était formidable. Les gaz contenus dans le magma s'échappaient en d'énormes bulles formant des fontaines de roches liquides à plus de 1100 degrés. Dégazé, le magma devenait plus froid et plus dense et s'enfonçait à nouveau sous la surface, assurant ainsi un brassage sans fin. Ça change hein, au niveau atmosphère avec les derniers épisodes où la lave était encore dans l'ensemble du cratère. Oula. Alors, tu comprends pourquoi il faut une corde? C'est que, effectivement, c'est donc la peau du lac de lave qui a figé il y a quelques jours, quelques semaines. Et ce lac de lave, il est probablement pas très profond sous nous. Et donc, cette croûte, on ne sait pas trop ce qu'elle cache. Donc, on va se diriger vers les points d'activité. C'est Haroun Taziev qui l'a étudié pour la première fois sérieusement. Oui, l'Erta Ale, c'est un volcan célèbre justement parce que dans la caldeira sommitale qu'on a vu, il y a deux grands cratères. Et c'est l'autre que Taziev a étudié, qui est C'est quoi, dans les fins des années 60 70, oui. Donc il y avait un cratère de 400 mètres de diamètre, celui-là fait que 200, avec un lac de lave qui a quasiment débordé. Et effectivement, ça a été un des volcans chéris d'Haroun Taziev. On va aller prendre la température de celui-là. On va essayer parce que ça n'est pas un patient facile. Les gaz là, faut s'en méfier, Jacques. Oui, effectivement, quand ils sont blancs, ils sont chauds, c'est la vapeur d'eau qui peut me brûler. Mais là, ils sont bleutés, c'est du dioxyde de soufre. Alors ça pique les yeux, ça irrite la gorge, d'où ces masques à gaz sont nécessaires. Le risque, c'est que du gaz carbonique, qui est plus lourd que l'air, qui est incolore, inodore, et qui est donc sournois, puisse s'accumuler en bas du cratère. Donc j'ai ici des alarmes. Donc j'ai une alarme en oxygène. Alors là, pour l'instant, la teneur est bonne, tu vois, il y a 20,9% volume d'oxygène. Si ça baissait à cause du gaz carbonique, ben, il y aurait à la fois un signal sonore et un signal lumineux. Également, j'ai une sonde alors pour un autre gaz qui lui est très rare sur les volcans mais qui est extrêmement toxique, c'est le monoxyde de carbone, hein, le CO, hein, c'est le gaz des cuisinières mal réglées. Donc également, j'ai une alarme, alors là, lui, il va bien puisqu'il marque 0% de CO. Ok, tu me rassures. Voilà, c'est bien là. Ouais, tu me fermes bien? Faut que tu sois confort. Ouais.
Je vais faire une mesure de température. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Hein? C'est des gaz, hein. C'est intenable les gaz. Ça donne quoi? Mais je peux refaire ça, hein. Hein? Qu'est-ce que ça donne? Tu vois rien? Disons, c'est trop le don, c'est équilibré quoi. D'accord. Je vais retenter une deuxième manip là, hein. Ok. C'est bon? Allez. Là, ici on a une bouche qui rejoint directement la conduite qui mène au mini lac de lave profond. Et là la température déjà marque 150 degrés. C'est assez chaud, ça augmente encore. Mais en fait c'est pas tellement la chaleur qui me gêne, c'est l'acidité. Malgré le masque à gaz, j'ai de l'acide dans les yeux. Donc voilà, 165 degrés, 170 maintenant. Donc c'est des gaz magmatiques. Et donc l'air talé n'a pas de son dernier mot. Le lac de lave pourrait bien revenir bientôt. Voilà, je vais faire demi-tour alors que tu m'assures parce que là je vois plus rien du tout. Voilà. Je vois très mal mes pieds. Peut-être que ce que tu peux faire là, tu seras mieux placé pour la température. Oui. Voilà, j'ai carrément lancé la sonde thermométrique carrément dans le cratère. Ok. Et je suis en train de lire sur l'écran. 400 degrés. J'ai 400 degrés, là, bon ça va, moi je suis un peu à l'abri et le thermomètre est là-bas derrière. Voilà, ça stabilise 420, 418, 460, 62. Ça veut dire qu'il a une poussée de fièvre, notre copain? Oui, bah c'est des gaz magmatiques. Hein. Attention, au top, il y a 500 degrés. Ça continue à monter. Là, je suis donc bloqué à 530 degrés. Je récupère et je redescends. Ok, oula. C'est reparti fondu, là, je comprends. Bon, bah, voilà, perte et profit. Attention que ça boule personne, hein. Ouais, attends. Perte et profit, pour ça, ça ne marchait plus, hein. Donne-moi juste l'appareil. Voilà, l'appareil, la sonde. Alors, quelqu'un me met pour descendre, je ne vois plus rien du tout. Je crois que tu as eu un court-jus à l'intérieur. Oui, là, disons que 520, c'est tombé à 300. Ce qui est bien, c'est que l'équipement des volcanologues est éphémère, il sert une fois. Et les volcanologues, ils servent plusieurs fois ou? Ben, je sais pas, hein, mais bon. En tout cas, c'est dantesque, c'est une vision étonnante. On va essayer de faire un prélèvement de lave, ça t'intéresse? Ah bah bien sûr, il faut, ah, bah, bien sûr, c'est une bonne idée. Donc voilà, tout le dessin et moi je tiens l'autre bout. Ok. Tiens-moi bien derrière, hein. Tu vas m'aider à remonter, hein. Quand je te le dirai, tu tireras. Ouais. Ok, il est dans la lave. Super, Ok, on remonte. on essaye. Allez, on y va. Ah, ça a cassé. Ça a cassé? Oui. Ouais. C'est classique malheureusement. Donc c'était bien, mais c'est trop cassé. Allez, Il y avait un trop gros poisson. Ouais. On prépare le deuxième marteau? Ok. On remonte. C'est bon. Le son est prêt, hein. Ouais, le son est là. Ouais, super, bravo. Ah, faut pas le perdre. On va faire de roches plus jeunes. Hein? Ben, la minute, quoi. C'est bien, c'est important pour toi ça? Oui, effectivement, c'est la lave actuelle de l'air talé. C'est également peut-être la composition du futur lac de lave qui va revenir dans quelques jours, dans quelques semaines.
Bon, bah écoute, si on n'est pas venu pour rien, tu m'envoies heureux. À l'instar de cette longue cicatrice en perpétuelle transformation, balafrant l'écorce terrestre, le paysage ethnique le long du rift est lui aussi en constante évolution, tout en demeurant remarquablement préservé des influences extérieures. Christian Bader est un diplomate français. Ses différents postes l'ont amené à devenir, par passion, l'un des spécialistes des peuples méconnus de cette région de l'Afrique. Après un passage en territoire Karo, il arrive chez les Mursi. Plus tard, il rejoindra Nicolas chez les Hammer, une tribu guerrière proche de la frontière avec le Nord Kenya. Les Mursi appartiennent à une civilisation très ancienne. Établis dans une zone difficile d'accès où sévit la mouche tsetse, ils n'ont jamais été inquiétés ni par les armées du pouvoir central, ni par les explorateurs occidentaux qui les ont toujours superbement ignorés. Les Mursi possèdent une culture matérielle très archaïque. Les jeunes filles nubiles sont parmi les dernières femmes africaines à porter le labré, un petit plateau de terre cuite coincé dans la lèvre inférieure. Plus le labré est grand, plus grande sera la dot à verser pour obtenir la jeune fille en mariage. Le grand isolement des Mursi est aussi dû à leur très grande violence vis-à-vis des autres ethnies de la région et même vis-à-vis de la leur. Pillages et exactions sont monnaie courante. Et ces actions continuent à les maintenir hors du réseau de contacts que leurs voisins ont noué entre eux au fil des siècles. Les duels au bâton, appelés saginés, couronnent une période faste. L'après-moisson, par exemple, ou encore mieux, une razzia réussie. Les jeunes guerriers passent tout leur temps libre à s'entraîner avec leurs amis. Car ils savent qu'un jour, ils devront affronter des combattants affûtés venus d'autres villages. Les combats sont généralement brefs, mais ultra violents. Et les coups portés sur la tête, les bras et les jambes provoquent immanquablement d'impressionnantes blessures. On imagine souvent l'Éthiopie totalement exsangue, écrasée dans sa totalité par une abominable sécheresse et ses conséquences. Pourtant, les hauts plateaux de ce pays le démentent, rivalisant de décors et de paysages, n'ayant rien à envier à ceux existant dans les Vosges ou le Massif central. Nicolas Hulot est dans le parc de Dincho, au cœur des montagnes de Balé, en compagnie d'Idriss Ebo, scientifique et garde officiel du parc, possédant une connaissance parfaite de sa faune et de sa flore. Des phacochères. Il y en a beaucoup ici? Oui, on en a beaucoup. Ils ont des prédateurs? Pas vraiment, non. Seulement les gens?
Les gens ne les aiment pas parce qu'ils se nourrissent sur les récoltes. Mais on ne les mange pas. Là, c'est la femelle. Il est assez âgé. Pas trop, non. Tu vois les taches? Ça peut donner l'âge? Non, c'est ce qui le différencie du koudou. Phacochères, singes, oiseaux, gazelles bushback et redback et de nombreuses autres espèces animales se partagent ce vaste territoire dont le Nyala, cette étrange antilope, est la plus emblématique. Endémique à ces montagnes, le Nyala a l'instinct grégaire. Il vit en groupe pouvant atteindre une trentaine d'individus sous la coupe d'un mâle dominant. Désolé de vous déranger. Le Nyala a besoin de disposer de 5 à 20 km² de territoire pour s'épanouir. L'animal se nourrit d'herbes, de jeunes arbustes, de feuilles dégustées sur l'arbre, de fruits et de fougères. Il adapte sa façon de se nourrir au rythme des saisons. S'il vit en altitude, à la saison sèche, il redescend avec la saison des pluies dans les prairies. Des mesures strictes de protection permettent aujourd'hui à ce superbe animal de couler des jours paisibles dans son habitat naturel. Magnifique Nyala. Il est très calme, hein? Oui. Dans combien d'endroits en Éthiopie on trouve des Nyalas? Seulement ici? La majorité se trouve ici. Il en a très peu ailleurs. C'est quand même sympa sur le chemin pour monter vers le territoire des loups d'Abyssinie de croiser un autre mammifère endémique à l'Éthiopie, le Nyala. Rencontre absolument improbable. Et on se dit que définitivement dans ce territoire éthiopien on passe de contrastes, à travers des contrastes insensés. Il est loin le lac salé de Dalol. Et cette torpeur qui nous a assommés pendant plusieurs jours, et là on est dans une fraîcheur quasi alpine, magnifique. Les collines et les plateaux dominant la vallée du Rift abritent de nombreux petits villages de pasteurs-cultivateurs. Nicolas et Idriss vont aller au point le plus haut du parc national de Balé, au centre de l'Éthiopie, tenter d'apercevoir le plus rare des canidés, le loup d'Abyssinie.
Ce berger vit au milieu du territoire de ce loup très méfiant. Mais son troupeau n'a rien à redouter de ce modeste prédateur qui se nourrit surtout de lièvres et de petits rongeurs. Le loup d'Abyssinie a quant à lui tout à craindre de la maladie de Carré et de la rage que lui transmettent régulièrement les chiens domestiques. C'est avec la réduction de son habitat naturel l'une des causes de son extrême rareté. Idriss, après avoir vacciné le maximum d'entre eux, les a équipés de colliers émetteurs. Il peut ainsi suivre leurs déplacements, leurs habitudes, et donc mieux les protéger. Je pense qu'on peut laisser les chevaux ici. Je pose mon sac ici. Nicolas va essayer d'approcher ce loup en grand danger de disparaître avant de descendre plein sud à la rencontre des peuples des premiers jours. Là, regarde, regarde. Nicolas Hulot et le scientifique Idriss Ebo sont dans le parc de Balé, en Éthiopie, pour observer quelques-uns des derniers loups d'Abyssinie. Sur le tapis végétal, des bataillons de damans des rochers montent la garde. Avec les marmottes et d'autres rongeurs plus petits, les damans représentent la nourriture préférée du loup d'Abyssinie. Mais pas seulement de lui. Au centre de la prairie, une louve veille sur sa progéniture. Les rapaces sont en effet fort capables d'enlever dans leur serre le louveteau qui se serait trop éloigné de la protection maternelle. Un peu plus loin, le mâle chasse seul dans la savane. Il a repéré un petit rongeur au bord de son terrier. L'attaque du loup est fulgurante. Le museau effilé de l'animal lui permet de happer sa proie juste avant qu'elle ne disparaisse complètement dans sa galerie souterraine. Une technique de chasse qui n'est pas sans rappeler celle du renard. Ça, c'est vraiment un moment extrêmement magique.
Quand est-ce que vous avez eu la confirmation que cet animal était un loup et non pas un renard? C'était il y a une dizaine d'années. Le docteur Claudio Silero a étudié le loup d'Abyssinie. Et il a confirmé qu'il s'agissait bien d'un loup. C'est vrai que quand on regarde leur comportement, leur manière de se déplacer, la manière dont ils assurent la prédation, on voit bien qu'il y a du loup et notamment ce museau. Définitivement, les classe dans la catégorie, dans le genre des canidés. Et c'est le canidé le plus rare de la planète, malheureusement. Il n'y en a plus que quelques centaines. Combien y en a-t-il maintenant dans toute l'Éthiopie? Il n'en reste environ que 500. Combien de petits peut-il y avoir dans une même famille? Combien de petits? 6 ou 7. 6 ou 7 petits. Tous issus d'une seule mère. Seule la mère dominante peut avoir des petits. Et ils parviennent tous à survivre? Ou c'est difficile? La moitié environ survit. Quel est le plus grand danger pour eux? Le plus grand danger, c'est le manque de nourriture. Si la mère n'a pas suffisamment à manger, elle n'a pas assez de lait pour tous ses petits. Et alors certains ne grandiront pas assez pour pouvoir chasser. Et ils têtent pendant combien de mois? Jusqu'à 3 ou 4 mois. Vers 16 semaines, ils commencent à avoir des dents. C'est la mère ou le père qui leur apprend à chasser? Toute la famille, Toute la famille? oui. Ça prend beaucoup de temps? Parce que ça a l'air quand même assez difficile. Oui, c'est très difficile d'apprendre à chasser. C'est magnifique. On a beaucoup de chance de voir les petits jouer comme ça. Probablement un des animaux les plus en danger qui soient, classé en haut des listes des animaux en voie d'extinction. Toujours un goût amer quand on assiste comme ça aux ébats d'un petit groupe d'animaux dont on sait qu'ils peuvent très rapidement disparaître de la surface de la Terre, le sentiment d'arriver juste à temps. Mais qui sait si le travail d'Idriss et de tous ses collaborateurs ne permettra pas à la population de reprendre du poil de la bête. On est à une période très cruciale parce que le nombre est vraiment limité et il suffirait d'une nouvelle épidémie de rage pour définitivement l'état sauvage, tout au moins les faire disparaître. Ce voyage atteste une fois encore, si besoin était, que notre temps s'accommode mal de la notion de diversité, que ce soit la diversité génétique, la biodiversité ou tout simplement la diversité culturelle. On voit bien que l'heure est à l'homogénéisation, à l'uniformité. Enfin, ne bousons pas notre plaisir et regardons dans ce soleil déclinant ces jeux insouciants de ces petits loups d'Abyssinie. Souhaitons que la descendance de ce couple de loups d'Abyssinie soit nombreuse et heureuse dans ces splendides montagnes du parc de Balé. Le plateau éthiopien domine la vallée du Rift. Cette ligne de fracture nord-sud dans l'Est africain est constellée de lacs constitués tantôt d'eau douce, tantôt d'eau saturée de natron. La qualité de leurs eaux détermine les populations vivant sur leurs rives. Si l'eau est douce, la faune aquatique sera abondante. Les hommes,
Pêcheurs, agriculteurs ou seulement pêcheurs, pourront en vivre, eux et leurs familles. Si elle contient une grande quantité de soude, le lac sera stérile et donc incapable de sédentariser une population humaine sur son pourtour. Pas de soude dans ce lac, ses eaux douces, chaudes et limoneuses abritent une faune variée. D'énormes crocodiles du Nil cohabitent avec pélicans, hérons cendrés et aigrettes. Pouvant atteindre 6 mètres, le crocodile du Nil est présent dans une vaste partie de l'Afrique. Comme nombre de ses congénères, il adore se chauffer au soleil et régule sa température en ouvrant largement sa gueule. Ce pêcheur, sur son frêle esquif, n'a pas trop à redouter des grands reptiles, parce que le crocodile ne s'attaquera pas sans raison à la pirogue et à son passager. Le risque est bien plus grand face à ces autres mastodontes que sont les hippopotames. Ce mammifère aquatique n'hésite pas une seule seconde à attaquer l'homme s'il se sent menacé ou simplement coincé sur son territoire. Ces animaux sont les plus grands responsables de morts d'hommes en Afrique, loin devant les buffles, les lions et les éléphants. Chaque matin, les pêcheurs du lac convergent vers Awaza et son marché, où ils pourront facilement et rapidement écouler les fruits de leur labeur. Les villageois ne sont pas les seuls à attendre avec une certaine impatience les retours de pêche. C'est l'occasion d'assister à une étonnante symbiose entre les hommes et les oiseaux. Une pléiade d'oiseaux, du plus gros au plus petit, sait ce que signifie cette effervescence sur les bords du lac. C'est tout simplement le gage d'une nourriture abondante et succulente. Ibis de toutes sortes, marabouts, pélicans, mouettes, cormorans et d'autres encore, approchent et se positionnent dans un ordre d'intervention bien déterminé. L'effervescence règne sur les bords du lac. Chacun est mis à contribution. Les enfants lavent puis vident et écaillent les poissons destinés à être vendus frais ou séchés. Les nombreux déchets et les viscères en quantité sont confiés aux eaux du lac et à ses éboueurs naturels. Les mouettes arrivent les premières, suivies par les pélicans et les cormorans. Partout, les coups se tendent et les becs claquent.
mais la hiérarchie est respectée. Aigle, Buse, Milan Noir s'invitent eux aussi à cette table dressée par les pêcheurs. Les Milans effectuent d'incroyables figures aériennes avant de fondre sur quelques restes oubliés, repérés depuis l'azur. Le ravaudage des filets incombe à la dextérité et la rapidité des enfants venus aider leur père, sitôt l'école terminée. Les oiseaux peaufinent leur travail des boueurs. Sans eux, la putréfaction des déchets non seulement empesterait l'air, mais surtout pourrait être la cause de la propagation de maladies infectieuses sévères dans la population humaine. Le marabout, avec ses 3 mètres d'envergure et surtout son aspect peu engageant, surveille la fin du nettoyage. Comme les vautours, il possède une tête et un cou quasiment dépourvus de plumes, lui évitant ainsi de se souiller lorsqu'il fouaille les carcasses. Grâce aux milliers d'oiseaux, la place sera nette pour le marché du lendemain matin. L'équipe d'Ushuaïa Nature a laissé le chapelet de lac du centre de l'Éthiopie pour rejoindre plus au sud la basse vallée de l'Omo, là où vivent aujourd'hui des ethnies aux cultures particulièrement riches et vivaces. Cul-de-sac géographique, géologiquement très variée, cette région a été seulement contrôlée de très loin par le gouvernement central, qui n'a jamais cherché à assimiler ou à intégrer les populations des confins de l'État. Chez les Hameurs, les coutumes sont toujours profondément chevillées aux corps et au cœur. La plus importante est le passage des jeunes hommes à l'âge adulte. Un processus constant, marqué depuis l'enfance par plusieurs étapes et qui se conclut par le saut des vaches. C'est aujourd'hui le grand jour pour Aïké. Il se prépare à cette cérémonie importante qui le fera, s'il est à la hauteur, basculer définitivement dans l'âge adulte. Bracelet de fer, de perles, cape de peau, ceinture de cuir, coquillage sont autant de symboles à donner et à recevoir. Les femmes et les jeunes filles du clan se rassemblent et commencent à chanter et à danser. Elles le feront jusqu'à la fin de l'initiation. Nicolas Hulot et l'ethnologue Christian Bader sont arrivés dans le village Hameur.
Ils vont se faire le plus discret possible pour assister à cette cérémonie rare et confidentielle. On peut y aller, tu peux rentrer, tu crois? Ah oui, on va rentrer. Tout est prêt. Vas-y, je te suis. Ça, c'est quoi? C'est les préparatifs, C'est les la montée en préparatifs. puissance? Voilà, la montée en puissance. Ça fait plusieurs jours qu'ils sont là, qu'ils ont rassemblé les vaches, qu'ils ont préparé la bière, qu'ils ont préparé le lait, toute la nourriture qui sera nécessaire pour la fête. Ils viennent d'abattre des chèvres. Parce que ça, c'est une cérémonie. C'est une cérémonie individuelle puisqu'il s'agit d'un initié et pas d'un groupe d'initiés. Donc quand le jeune homme est prêt, quand on estime que la cérémonie doit avoir lieu, que les récoltes ont été suffisantes, on la met en route. Mais c'est des cérémonies qui ont lieu en pays amer, je dirais plusieurs fois par an, étant entendu que tous les jeunes doivent passer cette initiation. Nagaya. Nagaya. Ah, ça s'appelle un borkoto, c'est ça? Borkoto. 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 À partir de quel âge ils ont le droit d'avoir des borkotos? À partir de 9-10 ans, ils ont le droit de tailler leur premier borkoto qui va être tout petit et très bien décoré. Et plus ils vieilliront, plus ils auront des borkotos grands et confortables et moins décorés. Alors Fikret Marcos, c'est un Éthiopien qui connaît les hamers depuis 20 ans. Je dirais même plus, il ne sait pas qu'il connaît les hamers, il est hamer. What happened? Qu'est-ce qui arrive si le jeune homme ne réussit pas, s'il tombe des vaches? Si un homme est assez fort, il sautera sans difficulté par-dessus les vaches. Mais s'il est un peu fragile, ils vont le soutenir et l'aider, car il est leur ami et fait partie de leur groupe ethnique. S'il n'y arrive pas, même avec leur aide, et qu'il tombe, sa famille le punit en le fouettant. C'est vraiment une honte, encore maintenant. Les femmes entendent qu'il est tombé. Elles se disent que cet homme n'est pas fort ni courageux. Mais il essaiera une autre fois. Elles lui donneront une deuxième chance. Dites-leur que nous sommes très heureux d'avoir eu l'autorisation de voir ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Là, il n'y a que les femmes, là? Il y a pratiquement uniquement les femmes, il n'y a que les femmes qui dansent en tout cas dans l'enclos. Qu'est-ce qu'ils ont gardé de leur origine omotique? Parce que on est sûr hein, que les Hamers ne sont pas originaires de ce territoire. Ils ne sont pas originaires de Ils ce viennent territoire. de la haute vallée de l'Omo. Ils viennent des collines qui sont dans la haute vallée de l'Omo, donc à l'est. On ne sait pas quand, hein, ça par contre. Ah, il y a très longtemps. En tout état de cause, il y a très longtemps. Ils ont gardé deux La choses langue principalement. La langue, ils parlent une langue omotique, ça c'est très facile à déterminer, qui est très proche des langues qu'on parle à des centaines de kilomètres d'ici. Et ils ont gardé un système de chefferie très élaboré. Par contre, alors qu'est-ce qu'ils ont emprunté à la culture nilotique? La culture Visiblement, matérielle. la culture La matérielle. culture matérielle, le culte du bétail, les parures qui sont tout à fait remarquables. On voit les gens ont des vêtements de cuir, ont des parures, des coiffures. Je crois ça- qu'on atteint ici un sommet en termes de raffinement esthétique. Et quelle est la finalité de ça? C'est d'être beau. Simplement. Elle est très simple, c'est d'être beau. Il n'y en a pas d'autre.
C'est réussi, mais enfin, il faut dire que ça a eu le temps de s'aiguiser au fil du temps, quoi. Je pense, et ça évolue aussi, il y a des modes. On se rend compte parfois au bout de 10 ans qu'il y a une mode qui a été adoptée d'une autre ethnie. Oui, et ça c'est une notion très importante, c'est que toutes ces cultures de la vallée de l'Omo sont des cultures qui ne sont pas figées. Elles ne sont pas figées du tout. Ça évolue. Alors ça évolue au gré des contacts interethniques. Oui, il y a des contacts qui sont des contacts amicaux qu'on a avec des ethnies amies. Il y a des contacts beaucoup plus violents avec des ethnies ennemies. Là, on risque d'y laisser son identité parce qu'il y a des ethnies qui ont été réduites à un nombre si réduit d'individus, enfin, que les gens étaient obligés de rejoindre d'autres ethnies, de se fondre. Et ça, c'est arrivé très souvent dans le passé. Il y a des ethnies qui ont disparu complètement, qui ont été rayées de la carte, récemment encore. Et donc, tout évolue très, très, très vite et en termes de mode, encore plus. Et ce sentiment-là, espèce de concentré d'émotions brutes que l'on prend quand on observe ces préalables à cette cérémonie, mais même tous les instants de vie, on a le sentiment d'être les témoins d'une pulsation de vie très ancienne. Ça, c'est un sentiment fondé ou infondé? C'est tout à fait fondé, je crois que ça remonte vraiment du fond des âges. C'est un mot qui a été un peu galvaudé quand on a dit c'est la vallée du fond des âges. Mais les gens ont réussi à préserver une culture qui remonte à très très loin et ils le font avec beaucoup d'énergie. Ils savent que leurs valeurs sont des valeurs qui comptent pour eux, qui comptent s'affirmer vis-à-vis des autres et ils les préservent très très bien. Et je pense que c'est toujours une erreur de dire, comme on le disait il y a presque 20 ans, dire voilà, il faut en profiter parce que ça va disparaître. Ça n'a pas l'air de disparaître du tout, ils sont très fiers de ce qu'ils sont. Et on peut penser que si la chance est avec eux, s'ils arrivent à conserver leur troupeau, à faire des récoltes à peu près bonnes, ils vont conserver ces valeurs encore très longtemps. On peut vraiment parler d'une civilisation avec des nappes comme ça de sédiments culturels qui se sont posés les unes sur les autres et qui font qu'aujourd'hui ils sont ce qu'ils sont et que le passé et le présent est là. Je pense que tu as tout à fait raison de parler de nappes, de couches. C'est vrai que la civilisation est la leur, même si au bout d'un moment le vêtement peut changer, la parure peut changer, même si au bout d'un moment certains d'entre eux vont commencer à parler l'amharique ou l'anglais, ils resteront des Hamers. Et c'est un élément flamboyant de la grande famille humaine. Absolument. Tout en se gardant d'avoir une vision évidemment presque nostalgique de cela parce que leur vie c'est une vie dure est rude. Elle est très très rude, elle est violente dangereuse parfois, elle est violente parfois, elle est mais violente c'est parfois. leur vie. Il y a un Et mois, on ne peut pas y plaquer notre interprétation. Absolument, il y a un mois, il y a encore eu un affrontement avec une ethnie voisine qui sont celles des Nyanghatom, qui n'est pas totalement voisine puisqu'elle est quand même à 3-4 jours de marche d'ici, et il y a eu quand même une 50aine de morts. La vie dans la basse vallée de l'Omo est parfois un long fleuve presque à sec. Aike, encore Ukuli, qui signifie âne, va peut-être basculer dans l'âge adulte. Des habitants de la même ethnie, mais de villages parfois éloignés de plusieurs journées de marche, arrivent avec du bétail pour assister à la fête. Les préparatifs vont bon train. Colliers, bracelets de fer se nouent aux chevilles, aux bras et au cou, tandis que les corps s'ornent de peintures et de dessins. Qu'est-ce qu'ils emploient comme matériaux? Ce sont différentes sortes de craie, de l'hématite, du kaolin, qu'ils broient, qu'ils mélangent à de la graisse et de l'eau, et donc ça produit des peintures. Et qu'est-ce qu'elles se mettent, les femmes? C'est des macrées justement dans les cheveux? C'est de l'hématite, ouais, c'est une espèce de pierre qu'on concasse, qui donne une couleur rouge. C'est un art corporel, mais c'est un art. Très raffiné. Là, par exemple, l'homme qui est avec cette plume d'autruche, je suppose, sur le crâne. C'est une coiffure qui est très particulière, qui vient d'une civilisation qu'on appelle la civilisation Karamojong, qui est représentée essentiellement par les Turkana, les Karamojong, et qui portait ces coiffures qui sont des espèces de chignons d'argile où on met des petits bouts de boyaux dans lesquels on enfonce des plumes ou des pompons. Et c'est effectivement très beau, ça a été emprunté par les Dassanetch au sud, et les Hamers l'ont emprunté aux Dassanetch. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont leur appui-tête, c'est pour éviter d'abîmer. C'est une des raisons, c'est que les femmes et les hommes ont des coiffures très très élaborées qui demandent des heures de préparation, et donc il est hors de question de dormir par terre, donc on a l'appui-tête qui permet à tous les peuples qui ont des coiffures compliquées, c'était le cas dans la plupart des régions d'Afrique, de ne pas gâter leur coiffure pendant qu'ils dorment, qu'ils se reposent. C'est beau et impressionnant. Hein. Puis alors, dis donc, ils ont une somme de colliers et de bagues
Ils sont toujours des monnaies d'échange, ça compte beaucoup dans les rapports sociaux aussi. Des badines ont été préparées. Les jeunes filles les offrent aux garçons qu'elles provoquent crânement, les accusant d'avoir prévu une épreuve trop difficile pour le futur initié. Elles vont donc ainsi pouvoir partager un peu de sa souffrance. Les guerriers se mettent alors à frapper. Il y a une chose qui est pour nous difficilement compréhensible, c'est presque le désir que les femmes ont de souffrir, mais dans leur chair, puisqu'on voit bien qu'elles ont sur le dos des scarifications, qu'elles sont fières de les exhiber, que c'est volontaire de leur part, que ça fait partie, elles aussi, de leur culture et de leur identité. Mais évidemment, vu de l'extérieur, c'est assez insupportable pour nous. C'est un peu choquant, mais il faut bien voir que dans toutes ces ethnies de la basse vallée de l'Omo et bien au-delà, il y a toujours dans leur culture une part de violence. C'est-à-dire qu'un adulte est toujours censé maîtriser un peu la violence qu'il inflige aux autres ou la violence qu'il s'inflige à lui-même. Et on voit que tous les adultes, hommes et femmes d'ailleurs, ont des scarifications, des cicatrices. Il y a toujours cette nécessité de se mesurer à ce qui peut faire peur, à ce qui peut faire mal. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est pas du tout une espèce de sadisme, c'est-à-dire les guerriers n'ont aucune espèce de plaisir à infliger ça. C'est une cérémonie qui va monter et les femmes revendiquent le droit d'être marquées aussi un peu dans leur chair, de dire voilà, on a des belles cicatrices dans le dos, étant entendu qu'il n'y a jamais de vrai risque que ça dégénère ou que les gens soient sérieusement blessés. Je ne dirais pas que c'est agréable de recevoir des coups dans le dos, mais les cicatrices sont guéries avec des onguents, etc. Et l'essentiel, c'est d'avoir une cicatrice. Les danses s'accélèrent, la tension monte. On s'achemine lentement vers le temps fort de la cérémonie. Les vaches approchent elles aussi de l'endroit où elles vont être soigneusement alignées, flanc contre flanc. Pour arriver pur à la forme ultime de son rite initiatique, le jeune hameur consomme depuis plusieurs jours uniquement du sorgho, du lait de vache et du miel. Aïké ceint la taille de son parrain d'une large ceinture de coquillages. Puis un boko, un symbole phallique, passe de main en main dans l'assistance. Lorsque toute la tribu est rassemblée autour d'eux, parents, guerriers et surtout l'un des 4 experts en rituels existant chez tout le peuple hameur, Loukouli s'assoit sur une peau de vache face à son parrain, entrecroisant leurs jambes. On apporte alors de lourds bracelets de fer que l'on place autour du boko. Aïké doit écouter religieusement les conseils et se concentrer sur les gestes suggestifs mimés par les anciens s'il veut pouvoir mener convenablement sa future vie d'adulte. À ce stade de l'initiation, Loukouli est débarrassé de toutes ses faiblesses, lavé de tous ses actes impurs, et rien ne peut plus le souiller. En fait, la personne qui est à terre, c'est qui? C'est son parrain. Et qu'est-ce qu'ils lui font? Ils sont en train de procéder à un rituel avec du lait et de la graisse. C'est une onction? Une onction. Un cercle de bénédiction. Qui se fait toujours donc avec le boko, qui est le bâton qui a été remis à Loukouli et qui est enduit de lait. En fait, il y a un cortège de rituels. Hein. C'est très complexe, très complexe et ça dure pendant plusieurs jours. Tout ça pour mener à une purification totale. Tout ça pour mener à une purification du jeune garçon, du jeune adolescent, qui devient pur et qui peut donc accéder à l'âge adulte.
Ce qui est fou, c'est quand tu regardes le visage de Okuli, plus on approche du saut des vaches, plus il paraît tendu. Hein. On se met à sa place, il y a quand même beaucoup de monde, la cérémonie approche, il a quand même quelque chose à faire qui ne doit pas échouer. Et c'est un peu stressant pour lui, on imagine. On rassemble les vaches que de jeunes guerriers alignent et maintiennent étroitement serrées pour former une ligne de dos de plusieurs dizaines de mètres de longueur. Jadis, cette ligne pouvait atteindre 300 mètres de long. Aike, nu comme un ver, n'emmène pas large. Il va devoir courir sur ce tapis d'échine sans tomber, revenir par le même chemin et recommencer pour être enfin un homme. S'il échoue, il sera bastonné par les guerriers du village et risque d'être toute sa vie l'objet de méchantes railleries. Cette fois, il est passé de justesse. Mais il lui reste encore un aller et retour. Il a réussi. Aike est devenu devant toute sa tribu un donza, un adulte apte désormais à se marier et à procréer. La coutume est pleinement respectée. La fête des Hammers va durer toute la nuit. Ah, vite, hein? Très vite. Ouais. Et là, c'est fini, alors? Et là, c'est fini, oui. Ouais. Normalement, il danse, mais c'est terminé maintenant. C'est un adulte, maintenant, il n'a plus qu'à choisir sa femme. Il a eu un sourire, discret, mais oui, on sent que... on sent qu'il doit être soulagé, quand même. C'est quand même une grosse organisation. On remarque quand même le soutien de tous les gens de sa famille qui l'ont tenu, qui l'ont encouragé. Il y a quand même un attachement au groupe qui est très fort. Hein. Extrêmement fort, et on le sent dans des cérémonies comme ça. On voit que tout le monde a à cœur que ça se passe bien et d'apporter sa contribution. C'est-à-dire que si ça se passait mal, ça rejaillirait sur tout le groupe. Il n'y a pas que lui est un individu, mais il fait partie de toute la collectivité. Il faut que ça se passe bien pour lui. Impressionnant. Après une journée pleine d'émotions, c'est l'heure du café, né ici, sur ces hauts plateaux. Les Hammers sont surprenants à bien des égards. Comme l'Éthiopie, le pays où ils vivent, si enrichissant par ses multiples facettes. C'est amusant parce qu'on voit bien que chacun a besoin de reprendre ses esprits et qu'après la cérémonie du saut du bœuf, le village redevient un peu plus paisible et retrouve sa quiétude habituelle. En tout cas, si le voyage qu'on a fait ce soir ne devait avoir qu'un seul sens, c'est que de bout en bout, il fut l'éloge splendide de la différence et une occasion pour nous de nous rappeler et de rappeler que l'unité du vivant procède d'abord de sa diversité. Une diversité née de la combinaison de caractères élaborés par la nature et la vie pendant des millénaires et que malheureusement, notre époque a tendance quelque peu à laminer. Puis notre passage
ce soir, entre autres chez les Hammer, nous rappelle que nous appartenons à cette grande famille terrestre, dont la valeur et la beauté tiennent aussi d'abord de sa variété, et que chaque élément qui la constitue est unique, irremplaçable et indispensable. Puis c'est vrai que face à ces cultures dont on se sent à tous les sens du terme très éloigné, on a souvent commis l'erreur d'abord de ne pas en interroger leur passé, mais surtout de ne pas percer le voile des apparences pour découvrir que derrière ces manifestations extérieures, ces coutumes, ces rituels, ces fétichismes, se dissimule en fait un monde très élaboré, indivisible, solide, peut-être parce qu'un but de nos prérogatives d'hommes dits modernes, on n'a pas apprécié combien ces peuples vivent et vivaient dans un cosmos ordonné, structuré, et combien malheureusement parfois on les a précipités dans un univers incohérent et totalement incompréhensible. Enfin, je pense que l'important, c'est que dorénavant, nous reconnaissions l'essentielle complémentarité entre ces civilisations anciennes et ce monde prétendument moderne, et que les apports et les acquis des uns et des autres constituent en soi une inestimable richesse. Et puis, la dernière difficulté pour nous, c'est peut-être d'opérer un choix dans ce qui mérite par ses valeurs humaines d'être adopté par l'ensemble de l'humanité. Bonsoir.